Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Jusqu'à 13h, on va ouvrir la page d'un long dossier, celui sur les mouvements qui émergent ici et là. On le voit notamment sur les réseaux sociaux. On en parle avec cette expression. Maintenant, c'est Nicolas qui paie. Qui est Nicolas ? Eh ben, c'est la classe moyenne. C'est celle qui paie. C'est celle qui trinque. C'est celle surtout qui en a marre. Les Français qui en a marre. Et sans doute sont-ils de plus en plus nombreux. On parlait en début d'émission de ce mouvement qui appelle à partir du 10 septembre à bloquer la France. Est-ce que les Français en ont ras-le-bol au point peut-être d'aller battre le pavé ? C'est la question à laquelle on va réfléchir avec vous. Luc Gras, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Vous êtes politologue et votre dernier livre, c'est La démocratie en péril, et c'est peut-être de ça dont il est question. Mais avant qu'on rentre dans le détail, notamment de ce que sont ces différents mouvements, j'aimerais vous poser la question: comment vous observez actuellement, peut-être d'un point de vue politique, dans ce qui est de plus noble, l'état de la France aujourd'hui ? Est-ce que la colère est seulement alimentée par les médias et les réseaux sociaux ? Est-elle profonde? Est-elle en train de se démultiplier au point peut-être de voir apparaître dans les semaines, mois qui arrivent, des gilets jaunes bis? Alors, c'est une très bonne question. Vous savez, le malaise est ancien. On pourrait le faire remonter à 2005 avec ce référendum sur le traité européen. Et donc, ce malaise remonte à 2005 avec ce traité où les Français, à 54%, avaient voté contre et où, par la fenêtre, si je puis m'exprimer ainsi, l'exécutif avait réussi à faire valider par l'Assemblée nationale ce traité malgré l'opposition des Français. Depuis lors, on n'a jamais retrouvé ce lien. Et la démocratie est en péril à partir du moment où les élus, les hommes politiques, les leaders politiques ont créé à cet instant une forme de rupture de confiance avec les électeurs. Et c'est pourquoi aujourd'hui, après les Gilets jaunes, il y a un certain nombre de mouvements qui sont en train de s'organiser. Donc oui, ce n'est pas un phénomène à mésestimer. Vous avez raison de mettre l'accent sur ce point sur Sud Radio, car il y a une insatisfaction chronique maintenant dans le pays. Et quels sont les éléments récents ? Et je rappelais tout à l'heure en introduction le titre de votre interview, de votre tribune dans Atlantico aujourd'hui, où manifeste des Nicolas qui paie. Vous expliquez de passer, si vous voulez, au scanner ce mouvement politique. Quels ont pu être les éléments déclencheurs ces dernières semaines d'un ras-le-bol au point de voir jaillir ces différents mouvements ? Oui, alors pour ce qui est du mouvement les Nicolas qui paient, c'est assez spécifique. Ce sont essentiellement des actifs qui sont en pleine expression de leur talent professionnel. Donc, c'est des gens qui sont au meilleur d'eux-mêmes, qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans, et qui sont en souffrance dans un système où ils se rendent compte qu'on leur a dit « vous pouvez travailler plus pour gagner plus ». En réalité, vous travaillez plus pour être taxé plus. Et parfois même pour gagner moins, donc à la fin du mois. Et du coup, à l'arrivée, c'est la conclusion, pour gagner moins. Vous voyez, le travailler plus en France est devenu le travailler plus pour être taxé plus. Donc les gens en ont ras-le-bol, si vous me permettez l'expression, puisque d'un côté, il y a les retraites qui sont assurées maintenant par de moins en moins d'actifs. On est passé de 3 à 1,7 d'actifs pour payer les retraites. De l'autre côté, il y a l'entrée dans le travail qui n'est pas évidente et qui fait que ceux qui sont au milieu ont vraiment l'impression qu'on charge la barque. Alors, quel est le point de bascule, puisque telle était votre question ? Eh bien, probablement que la rumeur concernant 2 jours travaillés en plus, sans rémunération supplémentaire, a été l'un des éléments qui a probablement, c'est peut-être l'une des gouttes qui a fait déborder le vase. Mais c'est presque paradoxal dans ce que vous dites, Luc Gras, parce que quand on voit le débat qui domine en France sur les Français qui auraient du mal à travailler, qui produiraient moins, qui sont lassés par le travail, qui se sont habitués au télétravail maintenant, qui ne veulent pas travailler plus, qui sont les plus feignants, et je le mets naturellement entre guillemets de nos pays européens, c'est ce qu'on entend à longueur de temps. En réalité, on s'aperçoit que c'est le travail qui provoque ce mouvement. Est-ce que c'est pas paradoxal ? Mais vous avez raison de mettre l'accent sur la question du travail. 2 points. Premier point, le travail aujourd'hui n'est pas favorisé, n'est pas facilité. C'est la finance qui est plutôt favorisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez plus intérêt à mettre vos économies sur un livret financier, sur un livret A qui baisse, par exemple, que sur de l'immobilier. Premier point. Le second point,
quand on parle de travail, il y a travail et travail. Sur la question sur les retraites, ce qui n'a jamais été abordé, c'est la question du rapport au travail. Dans la société des plus jeunes aujourd'hui, le rapport au travail n'est pas une évidence. C'est-à-dire, on ne va pas travailler pour travailler. Encore faut-il y trouver un intérêt, même au-delà de la rémunération. C'est pourquoi toutes les études d'opinion montrent que les gens sont prêts à s'investir si ils sont intéressés. La question de la motivation n'est jamais présente, mais franchement, la vérité, c'est que quand quelqu'un est motivé au travail, il a une meilleure productivité que s'il n'est pas motivé. C'est quand même aussi paradoxal, enfin non pas paradoxal, mais presque inquiétant qu'à chaque fois, c'est ce qui se passe pour ce mouvement Nicolas Quipé, mouvement pour lequel vous signez un papier dans Atlantico. C'est-à-dire que dès qu'il y a un mouvement assez spontané d'un citoyen qu'on ne connaît pas, qui essaye d'incarner quelque chose, immédiatement, il est quand même renvoyé au rang d'extrême droite. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays, si vous voulez, pour que quelqu'un qui s'intéresse au travail, à la productivité, et qui se fait sans doute, si vous voulez, le porte-parole de milliers, pour ne pas dire de millions de gens qui en ont marre peut-être d'avoir une telle différence entre par exemple le salaire brut et le salaire net, comment on s'est débrouillé pour que ce soit visiblement assez accepté d'être catégorisé extrême droite? Vous avez raison, aujourd'hui dès que vous amenez une idée un peu nouvelle, tout de suite vous êtes caractérisé d'extrémiste. Et pourquoi? Eh ben c'est simple, ça permet de ne pas ouvrir le débat. Quand vous avez face à vous quelqu'un qui serait un extrémiste, vous dites simplement il est extrémiste, vous n'ouvrez pas le débat. Or, on comprend bien que pour la masse des Français, cette question du rapport au travail, cette question de la rémunération du travail, autrement dit, la question sociale en réalité, qui devrait occuper l'ensemble des partis politiques, eh bien, elle est cruciale. C'est le sujet qui préoccupe le plus les Français aujourd'hui, plus encore même que les questions de sécurité. Et ce qui est fascinant aussi, Lugras, c'est de voir à quel point il se multiplient ces mouvements, que ce soit au niveau de l'écologie, c'est-à-dire que les Français, et on est en train de le voir avec la loi du plomb, les Français se mobilisent massivement pour essayer presque d'avoir un contre-pouvoir à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Fiscalement, malgré les annonces d'efforts visiblement de réduction du train de vie de l'État, on a ce mouvement exceptionnel de Nicolas Quipé pour essayer de se mobiliser sur la question fiscale. On a aussi ce collectif Carton Jaune qui essaye un peu dans les codes de réanimer le code des Gilets jaunes. Comment expliquez-vous peut-être que les politiques soient aussi sourds à ce point, à ce discours? J'ai entendu récemment encore Pierre Moscovici affirmer que l'effort portait énormément sur l'État et qu'il fallait peut-être penser à le rétablir. Comment expliquez-vous parfois cette sensation de déconnexion entre les deux partis que sont l'État et le peuple français? Alors, je vous renvoie évidemment à mon ouvrage « La démocratie en péril » qui est particulièrement d'actualité. Et comme avant, vous me disiez, dès qu'on sort un argument, on est traité d'extrême droite, eh bien, de la même manière, ils ne souhaitent pas ouvrir le vrai débat qui est celui sur le fonctionnement de notre démocratie. Les élus, donc je résume en quelques mots, les élus, à partir du moment où ils sont élus à un certain niveau, national, dirions-nous, eh bien, ils sont confrontés à des défis entre eux, pour les places, pour les postes, pour les choses comme ça, qui font que toute leur énergie, elle est là-dessus. Elle n'est plus d'écouter les Français dans leurs préoccupations. Regardez, les retraites, 2/3 des Français sont contre la réforme Macron, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont pas pour une réforme des retraites, sont contre cette réforme Macron, n'ont pas été entendus. Le pouvoir d'achat, plein de Français disent qu'ils n'arrivent pas à finir leur mois, sont pas entendus. Beaucoup de Français sont frappés par les mouvements migratoires et les questions de sécurité qui peuvent être posées, eh bien, ne sont pas entendus parce que l'énergie de nos hommes politiques, quel que soit leur talent, elle est prise par autre chose, le combat pour les positions, essayer de ne pas se faire prendre sa place, etc. Donc, la démocratie est en péril dès lors qu'il y a une rupture entre les élus et les électeurs. Et surtout, les préoccupations des électeurs. Est-ce qu'on peut croire encore à ce genre de mouvement? On le voit là sur les réseaux sociaux, et vous pourriez me dire, Lugras, que d'un côté, suivre quelqu'un sur les réseaux sociaux, liker des tweets, repartager des publications, ça n'engage en rien. Est-ce que, comme vous l'avez très bien dit, et vous le dites dans votre ouvrage de la démocratie en péril, qui a été publié l'année dernière, qui est terriblement d'actualité, vous venez de le rappeler, on pourrait dire aussi que la déception due à la suite des Gilets jaunes a été telle que beaucoup de Français ne seraient peut-être pas prêts à retourner dans la rue, à retourner battre le pavé, à exprimer peut-être un sentiment assez humiliant dans le fond, de reconnaître que le travail pour lequel ils se tuent à la tâche ne paye pas. Est-ce que ça n'a pas été un chant du cygne, les Gilets jaunes en France ? Mais vous regardez l'histoire des Gilets jaunes, c'est quand même l'histoire d'un véritable naufrage démocratique. Des populations entières de toute nature se lèvent un moment
2 Français sur 3 sont favorables au mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce qui s'est passé? Sorte de one-man show du président de la République, certes très alerte et très brillant dans le domaine, mais quelle a été la réponse? On en est encore aujourd'hui à savoir si on pourra étudier les cahiers de doléances pour essayer d'aboutir à quelque chose. La spécificité du mouvement qui est en train de se mettre en place, c'est qu'il vient de partout. C'est-à-dire que les Nicolas qui paie, c'est sur les réseaux sociaux. Vous avez des appels à la manifestation, des appels il y a vraiment les syndicats, des actifs non encartés, etc. Donc, qu'est-ce que ça va devenir? Je ne lis pas dans la boule de cristal, mais c'est vrai que la spécificité là, c'est qu'on voit bien que il y a une frustration démocratique dans ce pays aujourd'hui et qui, par bien des aspects, peut, si elle participe d'un mouvement de convergence, pourrait nous promettre des temps plus difficiles. Maintenant, depuis le temps qu'on annonce que ça va s'arrêter, qu'on peut plus fonctionner comme ça, vous savez, les Français sont quand même d'une tempérance et d'une acceptation incroyable. Mais c'est vrai que si on veut sauver le fonctionnement de notre démocratie, il faut absolument que les élus se préoccupent justement des nécessités exprimées par les électeurs. Luc Grave, vous restez avec nous dans un instant. On reprend cette discussion passionnante. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La démocratie en péril. Et vous parliez à l'instant de temps agité. Justement, à un moment, les temps agités doivent quand même rencontrer une force politique précisément pour essayer de se structurer. On en reparle dans quelques instants. Ce sera la suite de notre discussion. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Merci d'être avec nous et d'avoir choisi Sud Radio pour passer l'été ensemble et discuter aussi de l'actualité qui ne s'arrête pas. L'actualité ne prend pas une petite serviette pour se mettre sur le coin d'une plage. Que voulez-vous? C'est comme ça. Et quelle actualité, notamment avec ces différents mouvements partout dans le pays qui se structurent, en tout cas qui se manifestent de façon assez puissante par des appels à la manifestation, sur les réseaux sociaux, sur des affiches. Et on a décidé d'en discuter aujourd'hui avec Luc Legras, politologue, auteur de La démocratie en péril. Et merci d'être avec nous, mon cher Luc Legras, parce que on était en train de tisser le fil de cette conversation. Quand on réalise la déception qu'ont pu être les Gilets jaunes, quand on voit comme vous le disiez, que les différentes cahiers de doléances en sont encore aujourd'hui à l'étude et on se pose encore la question de savoir ce qu'il faut retenir, pas retenir, etc. Bon, très bien. Les temps agités, au bout d'un moment, il faut bien une conversion politique, parce que c'est de ça dont il s'agit. Quel mouvement actuel pourrait, selon vous, récupérer des alternatives où ces mouvements n'ont pas d'humeur, mais qui sont en train de se constituer un peu partout? Alors, comme politologue, je me garderais bien d'indiquer à mes concitoyens ce qu'ils doivent voter. Je pars d'un constat, c'est le gâchis qu'il y a par rapport à justement cette société où nous avons la chance de pouvoir sonder nos concitoyens. On connaît les préoccupations. Donc, vers qui s'orienter? Eh bien, vers un personnel politique qui serait à même de répondre aux préoccupations majeures. Elles sont de 3 ordres. C'est le pouvoir d'achat. Ça, c'est vraiment la préoccupation quotidienne des Français. La question de la sécurité, et la gauche notamment devrait s'emparer aussi de cette question-là, puisqu'elle est l'expression de la souveraineté populaire. Le peuple demande à ce qu'il se penche sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on ne les entend pas sur ce sujet-là. Et enfin, bien sûr, les questions climatiques, ces évolutions assez préoccupantes des températures qui aussi sont parmi les sujets de préoccupation principale des Français. Alors vous allez me dire, mais alors finalement les choses sont assez simples, il suffit de se saisir des dossiers et d'y répondre. Mais justement, c'est un peu le boulot du politique. Il y a quelque chose de systémique dans notre fonctionnement qui fait qu'ils ne répondent pas aux questions posées par les Français. Alors pourquoi? Eh bien justement parce que il y a une forme de ce que j'appelle dans mon livre la logique politique autonome qui fait que les acteurs politiques qui rentrent en politique, et ils sont pas pires que les autres, le personnel politique n'est pas pire que les autres, ils n'y arrivent pas. Et donc comment s'en sortir? Eh bien probablement en essayant d'avoir des personnels politiques conscients de cette logique politique autonome pour essayer de la dépasser, mais aussi d'avoir des électeurs qui choisiront à partir de cette connaissance plus finement leurs élus, parce qu'il ne s'agit pas que le vote en démocratie, qui est une exigence, soit un moyen d'exprimer sa colère seulement. Non, le citoyen est appelé à choisir des gouvernants. Et s'il choisit des gens qui sont là
sur la thématique de la colère sont pas forcément des gens qui ont l'expérience de l'exécutif, qui ont l'expérience du fonctionnement de l'administration pour essayer de trouver des solutions. Précisément, Lugras, sur ce sentiment de colère, est-ce qu'aujourd'hui on est encore, si vous voulez, à un stade où les colères qui s'expriment un peu partout sur le pays, on le voit en plus franchement dans tous les secteurs, que ce soit les secteurs sécuritaires, les secteurs économiques, les secteurs du soin, il y a toujours en réalité une colère qui s'exprime. Est-ce qu'aujourd'hui elle n'est pas trop vive justement pour trouver un écho politique ? Alors, ce qui m'avait frappé lors de la rédaction de mon ouvrage, c'est que 24% des Français étaient prêts aujourd'hui à se donner, entre guillemets, à un pouvoir autoritaire pour régler les problèmes. Et on le voit dans les études toujours plus récentes, la tentation d'un pouvoir fort, d'un homme fort à la tête de l'État. C'est ça, exactement. Alors, quand on est démocrate, évidemment, on souhaite que le pouvoir reste au peuple. Et le pouvoir doit rester au peuple. Mais dans ce monde où on voit bien que les problèmes ne sont pas réglés, il va de soi que le futur ou la future président de la République devra être quelqu'un qui entendra ces préoccupations-là et qui devra évidemment apporter des réponses. Aujourd'hui, la situation telle qu'elle est présente, avec ce tripartisme et cette absence de majorité, il ne faut pas l'oublier, due à la dissolution d'humeur du président de la République en 2024, ne permet pas de résoudre les problèmes. À l'occasion de la mère des batailles, qui est l'élection présidentielle de 2027, chaque parti politique de la gauche à la droite devra faire des propositions sur ces thématiques pour que on puisse espérer à ce moment-là dégager par le fait majoritaire une majorité à l'Assemblée nationale et enfin s'attaquer réellement et sans démagogie aux problématiques du pays. Et pourtant, quand on regarde, c'est ça peut-être qui peut apparaître comme étant contradictoire, quand on regarde notamment le mouvement Nicolas Quipé, et j'envoie tous nos auditeurs au papier que vous signez justement sur Atlantico à ce propos, et même quand on s'intéresse, parce que le fameux Nicolas Quipé a sorti une sorte de manifeste pour dire quels étaient ses engagements, le contour de sa réflexion, on y retrouve quand même des propositions, sans que ce soit un gros mot, disons, libérale. Et on voit bien aussi l'apparition d'hommes politiques avec une véritable puissance libérale. Je pense notamment à David Lisnard, le maire de Cannes et le président de l'Association des maires de France. Est-ce que aujourd'hui, dans notre pays, on pourrait imaginer l'arrivée peut-être d'une formule comme Javier Milei, le président argentin, justement fruit d'une volonté populaire, non pas de couper à la tronçonneuse, mais de réduire le train de vie de l'État, peut-être à l'excès, de réduire les aides accordées aux uns et aux autres, peut-être à l'excès, mais on voit que c'est une formule qui marche en Argentine. Est-ce que selon vous, elle a moyen aujourd'hui d'arriver jusqu'en France ? Alors, deux observations par rapport à cela. Tout d'abord, en 58, quand le général de Gaulle revient aux affaires, ce n'est pas un libéral, et pourtant il a eu le courage de véritablement réformer en profondeur le système. Deuxième point, Javier Milei, il est évidemment très situé en Argentine, en Amérique du Sud, qui ont tendance quand même à faire des changements assez profonds. Mais en France, l'histoire politique française montre qu'il n'y a pas, jusqu'à présent, de place pour une forme de courant libéral, libertaire. Et quand mais comment vous l'expliquez ça ? Comment vous l'expliquez ? La matière qui était Alain Madelin, il n'a pas réussi à aller très loin en politique. Justement, et pourtant, pardonnez-moi, Lugras, pourtant précisément, on voit un petit retour comme ça d'Alain Madelin qui a remonté un think tank pour remettre le libéralisme au goût du jour. Il est là sur tous les plateaux comme un demi-dieu, parce que maintenant il annonce, il fait des prévisions, il commente les grandes pensées économiques. Est-ce qu'on n'a pas, un, loupé le coche d'une politique qui serait libérale, et deux, comment expliquer précisément que ce mouvement-là n'arrive pas à exister en France, alors que sur le papier, on observe quand même un certain bon sens sortant de ce courant politique ? Alors qu'il faille libérer les énergies dans ce pays aujourd'hui, en 2025, c'est une évidence. Parce que aujourd'hui, c'est ça, le travail ne paie plus. Combien de chefs d'entreprise on peut rencontrer dans nos études qui nous disent mais on est en train de crever à cause des problèmes de la paperasse administrative, etc. Donc c'est une évidence. Toutefois, et je veux pas faire du en même temps, vous me connaissez, mais toutefois, c'est vrai que le français est quand même attaché à l'État-providence. Et c'est cela, vous savez, le français est toujours d'accord pour que le voisin paye.
les retraités, ils veulent pas qu'on touche à leur retraite. Est-ce que justement, on n'est pas un moment de bascule? Ça va bien. Est-ce que justement, on n'est pas un mouvement de bascule ou peut-être que on a longtemps vécu ce que vous disiez sur cet État-providence, les Français l'ont réclamé, les politiques au pouvoir l'ont bien vu aussi, on est passé au ministère du temps libre en passant par les 35 heures. Peut-être aujourd'hui, est-ce qu'on assiste à un sursaut où ces mouvements sont aussi peut-être le fruit d'une mutation politique plus profonde ou des mouvements libéraux où la sensation d'être un véritable libéral pourrait ne plus être aussi cuisant comme échec que celui qu'a pu connaître Alain Madelin? Alors, votre question, elle pose finalement la problématique. Est-ce qu'il peut y avoir 50% de Français qui aujourd'hui basculeraient dans une perspective vraiment de libérale et de nature à libérer les énergies? Nous n'en sommes pas là pour l'instant. D'accord. Aujourd'hui, il y a des mouvements. Il y a effectivement des mouvements politiques avec David Lisnard. Il y a c'est Nicolas Quipet qui est là. Oui, il y a une prise de conscience et c'est probablement salutaire que les énergies en France, la créativité ne sont pas naturellement reconnues. Ça, c'est une évidence. De là à faire de la France un pays libéral, voire ultra-libéral, j'ai beaucoup de doutes parce que vous savez, l'histoire ne se trompe pas. L'histoire est un éternel recommencement. Et ça, on a eu l'occasion de le voir ces derniers temps. Encore quand même un point sur aussi ces manifestations. C'est vrai qu'il y a cette date du 10 septembre qui tourne énormément et on ne peut que vous rejoindre quand vous dites qu'il faut y être extrêmement attentif quand on a vu les dernières manifestations spontanées qui ont été ici et là. Est-ce que vous imaginez, vous pensez que les politiques anticipent aujourd'hui des Français capables de descendre dans la rue pour manifester un ras-bol? On pourrait dire aussi peut-être la tentation du politique tranquille, de dire oui, bon, de toute façon, les Français, ils sont surtout connus pour râler. On se rappelle des Gaulois réfractaires d'Emmanuel Macron. Ils sont connus pour râler, ils sont mécontents, bien sûr, mais ça se fait dans les urnes. Et de toute façon, les manifestations spontanées comme ça n'a plus aucune chance d'aboutir en France. Vous savez, la situation politique institutionnelle est préoccupante. La dissolution de 2024 a mis le pays dans une situation impossible. De là à ce que le personnel politique, notamment au niveau de l'exécutif, ou du plus haut niveau de l'État, ait pris véritablement conscience de la situation dans le pays de ras-le-bol, permettez-moi d'en douter. Parce que l'attitude du président de la République par rapport aux grands enjeux comme les retraites, par exemple, qui a été vraiment un sujet qui a été abordé pendant des mois et que au-delà du prisme gauche-droite, de tous bords, les Français ont dit non, on ne veut pas de cette réforme. Il ne l'a pas entendu, comme s'il était là pour une autre chose que de répondre aux attentes des Français. Et donc c'est préoccupant. Je crois qu'on est plus effectivement dans une perspective d'un pouvoir isolé. Oui. Qui n'entend pas la France, la France, on pourrait presque dire des honnêtes gens, comme disait Retailleau, mais elle n'est pas entendue, cette France-là, aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup Luc Gras d'avoir été avec nous sur Sud Radio, politologue, et je rappelle le titre de votre ouvrage qu'il faut lire en cette période, disons, trouble, la démocratie en péril. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et je recommande aussi la lecture de votre tribune, de votre interview sur le site d'Atlantico concernant ce mouvement de Nicolas Quipet. On se retrouve demain, même studio, même heure, entre 10h et 13h pour les débats, l'actualité du jour. Cet après-midi, je vous laisse évidemment en compagnie de Jacques Pessis et les clés d'une vie et je vous souhaite une très bonne fin de journée sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.